Voilà, bande de fous, vous saviez déjà, on n'avait pas le choix de faire une vidéo pour revenir sur l'UFC 317 qui a eu lieu samedi dernier à Las Vegas pour la International Fight Week. De loin, la carte de l'année, ça va même pas être proche d'être rattrapé. Puis, legit, une des meilleures cartes que j'ai vues depuis un bail, man, probablement depuis que je suis le MMA, là, depuis 2020, définitivement en 5 ans, c'est dans le top 3 des meilleures cartes que j'ai vues rapidement comme ça. Je peux penser à l'UFC 300, évidemment, qui était complètement débile. Juste avant, il y avait eu l'UFC 299, qui avait été très, très, très divertissant aussi à Miami. Là, c'était Chito contre O'Malley pour la première défense de O'Malley. On avait Benoît Saint-Denis contre Dustin Poirier. Ça avait été une carte assez intense. Mais bref, l'UFC 317 qui vient de se passer était complètement fou, complètement légendaire. J'espère que vous avez pas raté ça, en fait, parce que vraiment, là, from top to bottom, c'était complètement legit, vraiment divertissant. Aucun moment ennuyant, vraiment. Là. On peut dire que sur la main card, évidemment, les 5 combats étaient sick. S'il y a eu un petit moment plus down sur la main card de l'UFC 317, c'était Beneil Dariush contre Renato Moicano. Mais même ça, c'était quand même un excellent combat. Là. Deux gars qui sont dans le top 10 des 155 livres, donc définitivement, c'est pas un combat ennuyant, sans enjeu. C'est quand même un gros fight. Moicano qui drop Dariush à la toute fin du premier. Moicano qui passe très près là, de terminer le combat au premier. Puis finalement, Dariush qui revient de l'arrière là, au 2 puis au 3. Puis qui wrestle fuck Moicano. Il se rend compte rapidement que Moicano n'a plus de jus en tout. Fait que Beneil Dariush, man, en bon vétéran qu'il est, en profite. Vraiment un style qui me rappelle celui du Canadian Gangster, là, Olivier Aubin-Mercier. Bon striking, mais évidemment, sa force, c'est au sol. Va essayer d'aller chercher le dos. Contrôle beaucoup avec la lutte. Fait que vraiment, bon masterclass, là, honnêtement, de Beneil Dariush qui, je le rappelle, s'est fait dropper salement à la toute fin du premier face à Moicano. Fait que c'était still un good fight, mais c'était peut-être le moins bon des fights de la main card. Évidemment, on va se le dire, là, Herb Dean est rendu beaucoup trop vieux. Herb Dean est rendu beaucoup trop vieux, pour exercer son métier d'arbitre. On a vu le combat là, Rodriguez contre Jack Hermanson pour terminer les prelims. Rodriguez qui lande un gros crochet de la gauche en fin de combinaison qui explose la gueule de Hermanson littéralement, se fait KO, après ça tombe au sol, se claque la tête contre le canvas, puis ça prend un bon 3-4 secondes là, à Grégory Robocop Rodriguez pour marcher jusqu'à Hermanson, puis ça crée un des hammerfists les plus violents que j'ai vu de ma life, alors que Herb Dean est là, nonchalamment s'amène vers Hermanson, mais avait amplement le temps d'empêcher Rodriguez de lander le dernier coup du marteau. Pas la fin du monde, on va se le dire. Rodriguez, l'arbitre l'arrête pas, il va terminer le combat. Mais j'étais genre, Herb Dean, qu'est-ce que tu fous, mon gros? Là, genre, intervient, là, le pauvre Hermanson, là, manger du damage vraiment, vraiment pas nécessaire. Puis tu peux pas mettre ça dans le cours de Rodriguez. Encore une fois, le gars est dans le milieu d'un gros fight intense. Puis il se doit absolument terminer le combat. L'arbitre lui dit absolument rien. Herb Dean rendu trop lent, rendu trop gros. Son instinct de réaction est plus là pantoute. Certes, je dis pas qu'il peut pas amener son expérience, puis justement, le gars, ça fait longtemps qu'il est là, il connaît la game, il peut aider les nouveaux arbitres, puis tout, mais dans la cage, mon gars, man, faut que tu sois plus rapide que ça, puis on est chanceux, Hermanson a fini par se relever, a été checké par les médecins, puis il y a eu le go pour retourner chez eux le soir, là, mais c'était du lourd comme KO, là, très, très, très violent. Juste le KO en soi, fait que le hammer fist de la fin, pas nécessaire. Herb Dean, beaucoup trop lent pour continuer d'exercer ce métier-là. C'est ça qui a fini la carte des prelims. J'étais allé commenter des combats de kickboxing, j'étais arrivé juste à temps pour voir ce KO-là, en fait. Rodriguez contre Hermanson, KO excessivement violent. D'ailleurs, je pense que Rodriguez s'est mérité un bonus de performance là, pour son KO. Ce qui mettait la place à la main card. Way to go, Robocop, terminer une carte préliminaire comme ça. KO sale, violent, pour inciter les gens qui étaient encore pas sûrs s'ils étaient on defense, s'ils allaient checker la main card. Tu veux terminer une prelim avec ça. Puis on était super hype, super chaud pour le début de la main card de l'UFC 317, qui sur papier
Avant même qu'il y ait eu un combat, on savait que ça allait être legit comme carte. C'était, à mes yeux, sur papier, la meilleure carte de l'année. On a le title fight des 155 livres. On a le title fight des 125. Number one contender fight à 125. Moïcano contre Beneil Dariush. Puis pour commencer la carte principale, on avait Peyton Talbot contre Felipe Lima. Si ma mémoire est bonne, là, le Brésilien. On a tout write out Peyton Talbot là, après sa dernière défaite contre Raoni Barcelos. Évidemment, Peyton Talbot, gros hype sur lui. Une victoire au Contender Series, enchaîne 3 victoires au UFC, les 3 par KO. Très 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 puissant, un knockout artist à 135 livres, il y en a, mais moins évidemment que dans les divisions un petit peu plus élevées. Il y avait un bon hype là, autour de Peyton Talbot, divertissant, extravagant, pas comme les autres évidemment, à l'intérieur comme à l'extérieur de la cage, mais là, se fait wrestle-fuck par le vétéran Raoni Barcelos. Pas un combat super divertissant. Peyton réussit à comme mettre quelques shots sur Barcelos, mais pour la majeure partie du combat, c'est Barcelos qui lutte Peyton Talbot pour lui donner sa première défaite. Fait que là, le hype s'est éteint un peu. Beaucoup de monde qui ont jump the ship Peyton Talbot. Puis là, on voit le match-up contre Felipe Lima, brésilien, le talk of the town, c'était genre, yo, l'UFC remet Peyton Talbot dans la gueule du loup. Tu dis, un gars comme ça qui a du potentiel, star power, tu penses que l'UFC, après une défaite, vont lui donner genre un easy fight. Il n'y a pas d'easy fight en MMA, mais tu sais, un gars qui est un Chris Moutinho type shit. T'sais, quelqu'un que tu le sais que Talbot va revenir et faire un KO spectaculaire, du moins, tu mets toutes les chances de son côté. Mais c'est pas ça que l'UFC a fait. L'UFC lui donne Felipe Lima. Le gars est à son 3 ou 4e combat à l'UFC. A juste fait des fights à 145 livres à date, même si c'est un bantamweight, parce que premièrement, il prend un short notice pour rentrer dans l'UFC. Face à Naimov, choke Naimov au 3e, je pense, je suis pas sûr, mais bref, termine son adversaire à son premier combat dans l'UFC à 145 livres. Après ça, va chercher des finishes here and there, si je me souviens bien. Bref, tout le monde, le talk, là, c'était que, man, Felipe Lima est fucking legit, puis c'est peut-être le cas, peut-être toujours legit, mais bref, tout le monde était comme, ce gars-là est meilleur que Peyton Talbot. On voit mal comment Peyton Talbot peut battre Felipe Lima, parce que Talbot s'est fait battre avec la lutte de Barcelos, puis Lima, c'est encore un meilleur lutteur que Barcelos, meilleur prospect, plus jeune. Fait que tout le monde était convaincu que Talbot allait perdre. D'ailleurs, il était négligé aux odds. Fait que c'est ça, ben du monde, on jump off the ship, ce qui faisait en sorte qu'on était comme, ok, vraiment curieux de voir le fight. Puis finalement, turns out, méga fight. Peyton Talbot s'est vraiment, vraiment, vraiment amélioré. Les échanges de lutte, là, de grapple, les Granby Roll pour sortir de situations précaires. Lima qui réussit à mettre sa main rapidement sur Talbot, l'amener au sol. Talbot revient sur ses pieds, le temps de le dire. Land des bons strikes. Lima land des bons strikes lui aussi sur les pieds. Même qu'au début, c'était un peu Felipe qui avait l'avantage, que ce soit au niveau du striking ou du grappling. Mais Peyton qui renverse la situation au premier, termine très bien le premier round. So, tu donnes le premier à Talbot. Deuxième round, more of the same. Honnêtement, Lima, t'es plus trop down de striker avec Talbot, même si de l'œil extérieur, t'as l'impression que Lima fait bien sur les pieds, touche Talbot. Tu le sens que Talbot, quand il touche, lui, Lima, il aime pas ça. Il aime pas ça du tout. Fait que force un peu les amener au sol, tentative de takedown. Talbot, man, est extraordinaire, honnêtement. Le jour et la nuit entre son combat contre Lima puis le dernier combat contre Barcelos. Encore une fois, les échanges de grappling, les scrambles au sol, sortir de situation, c'est de toute beauté. Sur les pieds, ça strike. Magnifique combat. Troisième round, Lima a plus trop de jus, pousse encore davantage les amener au sol, télégraphié. Puis là, on est comme, yo, Talbot est en train de dominer ce combat-là dans tous les aspects du combat, principalement celui qu'on s'attendait le moins, c'est-à-dire la lutte. Puis c'est magnifique. Talbot qui remporte le combat par décision unanime. On est tous convaincus à la fin du combat que c'est lui qui a gagné face à Felipe Lima, que tout le monde pensait qu'il allait battre Peyton Talbot, futur champion, le monde disait. Je dis pas que c'est pas le cas, c'est définitivement deux gars qui dans 3-4 ans vont être
les meilleurs de la division chez les 135 livres, mais franchement, très impressionné de la performance de Peyton Talbot contre Lima. Gros fight, gros comeback win pour Peyton Talbot, qui est franchement très très bon. Il y avait du hype, puis KO des dudes, mais nous prouve là, avec un combat comme ça, là, vraiment qui fait partie de l'élite mondiale, puis risque de faire son entrée dans le top 15 plus tôt que tard. Après ça, Moïcano contre Dariush, j'en ai parlé un peu. Bon fight Moïcano qui drop Dariush à la fin du premier. On se dit, ok, l'avantage est à Moïcano. Finalement, Beneil Dariush qui revire la situation de bord au 2 puis au 3 puis qui va chercher une belle unanimous decision. So, belle victoire pour Beneil Dariush. C'est dommage pour Moïcano. Il a vraiment gas out dans le fight. C'est un problème qu'il a eu dans son camp. Il s'est épuisé à la fin du premier quand il a knockdown Dariush. Adrénaline dump, ce serait surprenant pour un gars qui a autant d'expérience comme Moïcano, mais c'était surprenant de le voir gas out comme ça aussi. Puis Ben Hillman qui lui est vraiment un cardio machine, fait que est en mesure d'aller chercher le W. Puis finalement, les chums, le combat de l'année. La chose qui, à ce jour, j'en parle, j'ai des frissons, j'ai des sueurs froides, j'ai le poil qui me lève ses bras. Le combat entre Josh Van et Brandon Royval. Number one contender, Brandon Royval, chez les 125 livres, chez les poids mouches, affronte relativement short notice Josh Van, le Birman qui habite maintenant au Texas, qui était ranké numéro 12 parce qu'il venait d'aller chercher une belle victoire il y a 3 semaines à l'UFC 316. Manel Cap, qui était censé affronter Royval, se blesse. On demande à Josh Van, yo Josh, tu veux-tu te rebattre dans 3 semaines contre number one contender Brandon Royval? Évidemment, Josh Van, du haut de ses genre 5 pieds 4, 23 ans, il dit oui. Le gars, c'est un complet tueur. Il bat Birman, là, il vient du Myanmar / Birmanie, qui est un pays voisin de la Thaïlande. T'as beaucoup de Birmans qui vont se battre en Muay Thai en Thaïlande. C'est vraiment deux physionomie relativement semblable, des petits tannants qui aiment ça se défoncer la gueule à toutes les 2-3 semaines. Puis Josh Van, il est pas différent des autres. So, il a dit oui. Puis il arrive là, man, comme un cheveu sur la soupe. Là, tout le monde se dit, genre, on l'aime, Josh Van, fou boxing, gros style. Vraiment très très bon. Là, un peu, il fait penser un peu à Rod Tang, là, mais en MMA. Mais on est comme Brandon Royval, man. Le gars, on l'a vu affronter Pantoja, on l'a vu affronter Moreno. Il a battu Moreno. Il a battu Kai Kara France qui se battait en demi-finale ce soir-là. Ça fait longtemps qu'il est là. Raw Dog, on le sait, on se dit, man, autant j'aime Josh Van, autant, genre, oublie ça, là. Royval, toute l'expérience qu'il faut pour battre un jeune Josh Van, mais good on Josh Van, man, de dire oui, d'aller signer un chèque, de faire du gros blé, puis de pogner un top comme Brandon Royval. Puis turns out qu'il y a school Brandon Royval, Josh Van, une leçon de boxe, de striking, de counter. Quel combat, mesdames et messieurs. Je m'attendais à ce que Royval grapple un petit peu plus que ça. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment pas un grappler, Brandon Royval. Je me souvenais, si tu le vois au sol contre Pantoja, contre Moreno, contre Kai Kara France, il a tout le temps été dans des combats vraiment complètement fous. Royval, ce qui fait en sorte que des fois, il va se ramasser au sol, puis il va avoir des échanges de grappling. Donc dans ma tête, j'étais comme le gars, il sait grapple. Josh Van, terrible boxeur, genre élite, frappe fort comme un bœuf. Mais c'est pas mal sa game boxer. Fait que moi, je m'étais imaginé que Royval allait définitivement vouloir ramener le combat au sol, ce qu'il a pas fait pantoute, puis thank God, man, parce que what a fucking fight c'était. Royval s'est fait piece up, pas plus compliqué que ça, a réussi éventuellement à lander son jab, à lander des bonnes strikes, mais le gars qui a eu le dessus dans les échanges de bout, c'est largement Josh Van. Ils ont battu un record. Je pense que c'est peut-être le numéro 2. En tout cas, c'est un des combats. C'est définitivement top 3 des combats de l'UFC qui a eu le plus de strikes, significant strikes qui ont été landés. Je pense qu'il y a eu plus que 400 significant strikes qui ont été landés de côté comme un autre. Plus de 300 pour Royval, un petit peu moins pour Josh Van, 250 significant strikes à peu près, ce qui est complètement ridicule. On parle de genre lander un strike à toutes les 10 secondes pour les 15 minutes du fight, les chums. Complètement fou. Puis c'est ça. Royval attaquait
genre une tête de plus, facile, énorme. À côté de Josh Van qui est plus petit, vraiment, là, vraiment un petit frame, un vrai 125 livres. Royval aussi, mais beaucoup plus gros, là, largement plus gros. Gros avantage au niveau de la portée. Il landait son jab. Très bon striker aussi, le Royval, ce qui faisait que c'était surprenant, mais à chaque fois qu'il avançait, Josh Van counterait avec une grosse main droite, genre de overhand, crochet, type shit, tout le temps sur le pif, direct sur le pif de Royval. À chaque fois, il frappait avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'assurance. Reculait pas en tout. Josh Van, là, il était les pieds plantés dans le canvas, puis il landait ses grosses power shots sur Brendan Royval, qui, à chaque fois, tu le voyais là, que ça faisait mal, puis il essayait d'y retourner, puis il est orgueilleux, puis il mange une bonne shot, il a envie d'en donner une, puis des fois il réussissait, là, comme je l'ai dit au deuxième round complètement débile. Premier à l'avantage de Josh Van. Je pense que Royval a eu de la misère un peu à starter sa game, à rentrer dans le pocket. Puis Josh Van, lui, à chaque fois que Royval s'approchait, comme je dis, le taguait avec beaucoup de puissance puis d'autorité. Au premier round à Josh Van, deuxième round complètement débile parce que là, Royval, il se dit, yo, c'est pas vrai que c'est le petit jeune de 23 ans, Josh Van, qui a accepté le fight à 3 semaines d'avis, qui va venir me montrer comment ça se passe dans le cage de l'UFC. Grosse fight, International Fight Week, UFC 317, featured bout, genre troisième fight avant le main event. Fait que comme de fait, Royval ouvre la machine au deuxième, puis se met à taguer quand même Josh Van. Là, c'était grosse game de ping-pong. Là. Ça s'échangeait les coups d'en face, là, pif, pouf, jusqu'à ce que Van commence à avoir un peu de damage sur lui. Puis là, j'étais comme, OK, là, c'est là qu'on va voir genre Josh Van fade out. T'sais, il commence à se faire taguer par un tueur en Brendan Royval, puis finalement, man, évidemment, j'aurais dû y penser. Le birman en Josh Van est comme, bro, bring it on, man, amène-les tes strikes, genre, ça me fait pas peur, mange du damage, mais gros, il est né pour ça. Fait que continue à redonner du damage à Royval. 50-50, le round, vraiment, là, on top of my head, mon stream laguait un peu, pour être bien transparent avec vous, au deuxième, j'ai manqué des bouts. Je pense que objectivement, tout le monde donnait le round à Royval, puis c'était 1-1 pour arriver au troisième. Puis Royval réussit à edger au troisième aussi. Là. Il est un petit peu plus rapide, land un petit peu plus de volume, même si les strikes de Josh Van font plus de damage, le volume commence à prendre le dessus du côté de Royval. Fait que là, tu dis, ah si, Royval va peut-être réussir à edge out le fight, puis aller chercher la décision. Puis là, troisième round, complètement débile, autant que le deuxième, ça s'échange des patates comme s'il y avait 8 friteuses en arrière. Puis, gros fight de l'année, man. Je vous le dis, là, j'ai le sang qui bouille à y repenser. S'il y a un fight que tu veux rechecker cette année, t'as manqué l'UFC 317, je veux montrer à un de mes amis qui connaît pas sur le MMA, l'UFC, j'y montre ce fucking fight-là, parce que c'est un street fight brawl, aucune tentative de takedown, straight up box pendant 15 minutes, mais genre avec des 4-11, puis ça se tape sur la gueule. Puis encore une fois, neck and neck, genre, tu dis, ah, si Royval va l'avoir, finalement, il reste 15 secondes, Josh Van land méga strike, drop Royval, pas KO, mais genre pas loin, là. Il y a encore 2-3 neurones d'ouvert, là, Royval, mais là, tu sens Josh Van, il reste 10 secondes, saute sur Royval, il va avec du ground and pound un peu. Royval était encore assez lucide pour genre pour bloquer Josh Van avec sa garde puis tout, mais ça a solidifié le résultat. Si c'était pas de ça, je pense que Royval, peut-être qu'il edgeait le fight, c'était split decision, ça aurait pas allé d'un bord puis de l'autre, ça aurait pas été un robbery, mais je pense que Royval en avait fait assez au niveau du volume. Mais là, avec ça, avec un knockdown à la fin du round, pas le choix de donner le troisième à Josh Van, 1 puis 3 à Josh Van. Combat de l'année, j'ai des frissons juste à y penser. Une guerre de tout instant, vraiment. Là, ça l'a échangé sur les pieds pendant 15 minutes avec la pure violence. Chez les 125 livres en plus, la division la plus underrated. Puis définitivement une des top 5 des meilleures divisions à l'UFC. Tellement divertissant, rapide, beaucoup de skills. Des tueurs comme des Royval puis des Josh Van. 2 gars que j'apprécie. Fait que c'était juste comme un combat que j'étais genre... Je voulais pas nécessairement avoir un perdre, mais avec le show qu'ils ont donné, man, j'étais genre, man, thank God. Puis comme de fait, ben, ils ont le bonus Fight of the Night. Puis même que Royval a eu son win
show puis son win money. Même s'il a perdu, Dana White il a dit moi je donne tout son cash à ce style-là parce qu'il a accepté de prendre Josh Van à 3 semaines d'avis. Puis il est allé out there, man, puis il a slugfesté sa life, man. So, good on him. Fait chier, perd contre Josh Van, mais dans un des combats les plus divertissants que j'ai vu depuis que je suis le MMA, vraiment. So, incroyable. Puis Josh Van, man, que dire, man, de ce jeune homme? 23 ans, personne ne savait c'était qui il y a 1 an et demi. Là. Il va probablement se battre contre Kyle Reference parce qu'après son combat contre Rival, il call sur le mic, il dit yo, le fight juste après moi, c'est la ceinture des 125 livres. Je vais rester juste ici, là, à côté de la cage, je vais checker le fight, puis après ça, je pogne le winner. L'UFC dit ok, man, le petit Tana, man, il va faire son media tour, puis après ça, tu le revois sur le bord de la cage, man, pour checker le fight entre Pantoja puis Kyle France. Que dire de ce combat-là, man? Kyle France qui a absolument rien pu faire face à un Pantoja beaucoup trop dominant. Alexandre Pantoja, champion extraordinaire. Là, il va climber dans le ranking des pound for pound. Je pense qu'il était 8e, genre, dans le ranking des pound for pound. Ça vaut ce que ça vaut, le classement de l'UFC. Mais pound for pound, c'est quand même un petit quelque chose de plus. Puis tu sentais que Pantoja, ça le faisait chier de pas être dans le top 5, mais là, t'as pas le choix de le mettre dans le top 5 après une 4e défense de titre comme celle-là. Commence le combat, man, en fucking bulldog, man. C'est comme s'il y avait personne devant lui, man. Il move, il strike, puis son adversaire, Kara France, sa seule chance de gagner, c'est de lander un petit gros punch parce qu'il y a du power. Fait que tu dis peut-être que Pantoja va être prudent, va faire attention, va pas essayer de donner une chance à Kara France de lander de quoi. Puis dans un style complètement fou, man. Pantoja fait juste complètement te rusher, il te blitz, il strike avec Kara France, il te l'amène au sol, passe le premier round dans son dos. Kara France est en mesure de se défendre puis pas de se faire soumettre, mais t'es genre, bro, j'ai absolument rien pu faire. Pantoja a pris le contrôle du début jusqu'à la fin du premier. Deuxième round, more of the same. Strike un peu. Pantoja est capable de striker avec Kara France. Kara France a vraiment peur de se faire amener au sol. Fait que t'es un petit peu plus gêné au niveau du striking. So Pantoja prend le lead. Ma mémoire me fait défaut là, un peu au deuxième round, là, mais je pense que c'est more of the same. Là. Il y a des échanges de grappling puis tentatives de soumission. Je pense que c'est au deuxième que Pantoja il essayait le arm triangle choke qui n'a pas marché. Mais c'est 2-0 après 2. Troisième round commence. Pantoja il est comme ok là, c'est fini. Commence comme au premier. Rush sur Kara France. Lance des strikes, l'amène au sol, prend son dos, t'as le choke. Bonsoir, mesdames, messieurs. 4e défense de titre pour Pantoja. Dominant, comme très peu l'ont fait là, chez les flyweights. Là, c'est le champion avec le plus de défense de titre derrière Demetrius Johnson avec 12. Kara France qui en a 4. Puis, man, il est tellement bon, tellement dominant. Man. 36 ans, fait que commence à être up there un petit peu en âge. Mais pas de l'air de ça du tout, là, de l'air en fucking forme. C'est un fighter's fighter. Le gars, il vit dans le gym. Il ne vit que pour ça, il a sa famille, il se bat pour sa famille, man. Pantoja, il est extraordinaire, honnêtement, puis il nous l'a prouvé une fois de plus samedi. Puis là, Josh Van qui monte dans la cage, puis là, c'est le face-off, puis là, tu te dis, man, ça n'a pas de bon sens. Le Josh Van qui s'est battu, c'est prelim il y a 3 semaines, là, il est dans la cage après avoir battu le number 1 contender. Face-off contre le champ, Pantoja, le petit bum, il a 23 ans. Si, somehow, il réussit à battre Pantoja dans le prochain combat pour le titre des flyweight qui risque de se passer genre en décembre. D'après moi, je pense que ça va être en décembre. Dernier pay-per-view de l'année. Il deviendrait le 2e plus jeune champion de l'UFC derrière John Jones, John Jones, on pourra en parler longtemps, pris sa retraite. Mais ça m'a fait mettre en perspective, tu regardes Josh Van, t'es comme tellement jeune, tellement green, tellement de choses à apprendre puis à vivre dans l'UFC encore. Puis tu dis, hey, fucking John Jones, c'est au même âge que lui, même un peu plus jeune, qui est devenu champion puis qui battait des gars comme Griffin, comme Shogun Rua, comme Lyoto Machida. Fait que t'es comme, ok, man. Genre, pour un gars comme moi qui a pas vraiment connu cette époque-là de John Jones, genre, man, chapeau, man. Puis Josh Van est en train de répéter le shit. Est-ce qu'il va battre Pantoja? J'en doute fortement. Je pense que ce que je redoutais avec Rival, les amener au sol puis le grappling, mais Pantoja, c'est définitivement son game plan. Mais yo, Josh Van, il cogne, man. Je serais pas surpris qu'il t'en lène 1 ou 2 sur le pif à Pantoja. Il suffit juste qu'il réussisse à défendre les amener au sol, puis on est là. So, incroyable.
Ce qui nous mène au main event of the evening. Faut parler du putain de tueur, man. J'allais dire la future grande vedette de l'UFC, mais c'est probablement la grande vedette de l'UFC à l'heure où on se parle. Ilia Topuria, qui, pour un 3e combat d'affilée, une 3e fois d'affilée, fait pas juste battre une légende, détabarnak une légende, pète la gueule d'une légende, met une légende KO frette, cette fois-ci dès le premier round, alors qu'il end non pas un, mais 2 coups de poing fatal sur le menton de Charles Oliveira, un counter right, fini avec le left hook. Oliveira, il est plus là pantoute. Comme on l'a jamais vu. Là, on a vu Oliveira se faire taguer, mais à chaque fois, il a encore toute sa tête. Là, il est parti bien raide. Les yeux font 8 tours. Allô la lune. Charles Oliveira s'en vient. Il l'a amené dans le royaume des ombres comme s'il n'y avait pas de lendemain. Puis non seulement ça, mais Oliveira est écroulé au sol. Puis un peu à l'image de Rodriguez et Hermansson, comme je disais plus tôt, Topuria te lène du ground and pound qui était absolument pas nécessaire. Mark Goddard, l'arbitre de ce combat-là, c'est quand même fait un meilleur job que Herb Dean. Mais Topuria, beaucoup trop rapide, réaction, man, immédiate, te lène 2-3 coups du marteau sur l'ancien champion, Charles Oliveira. Puis d'une violence inouïe, le KO, là. Topuria, man, qui va arrêter ce gars-là? Il est sur un path pour devenir un GOAT. Comme je le disais, là, KO Volkanovski, KO Max Holloway, puis là, KO Charles Oliveira. Veux-tu me dire qui a un meilleur résumé que ça? 3 fights en dedans d'1 an et demi. Double champion. Là, il était champion chez les 145 livres. Devient champion chez les 155 livres. Un power de complet arriéré, là. El Matador, là, s'il touche avec sa main droite, c'est fini, mon homme. Là. C'est good night, bye bye. Puis Oliveira, man, même chose. Il n'a pu absolument rien faire, lui, au premier round. Il réussit à lander un coup de coude dans le nez. Je pense qu'il se fait drop, mais il se retrouve sur son dos. Puis là, il essaie d'y aller dans une coupe de leg lock, il me semble, sur Topuria. Topuria qui réussit à se relever. Là, Oliveira qui joue dans sa garde un peu. Goddard, il dit relève-toi. Prend pas 2 secondes que Topuria feinte une strike pour attirer le counter de Oliveira. Puis c'est lui qui counter Oliveira avec une droite directe sur le museau. Connecte avec le crochet après ça. Envoie Oliveira au sol. Te le termine. El Matador, man. Quel monstre. El Monstro, El Matador. La leyenda. Ilia Topuria, man. Il fait peur. Il fait peur. Gros chef bandit. What's next? Après ça, Paddy de Baddy monte dans la cage. Les gars, ils ont une histoire. Ils se sont pognés il y a 2 ans de ça à Abu Dhabi, je pense. Et trash talk, ça se garoche. Du trash talk à gauche puis à droite. Est-ce que Paddy a des chances contre Topuria? Je pense pas. Je pense qu'il va se faire chin comme toutes les autres. Mais avec la performance que Paddy a eue sur Michael Chandler, je pense que tu peux le mettre là dans son fight contre Topuria. C'est là que ça va se passer. Mais je vends pas cher la peau de l'anglais. Sinon, il y a Tsarukyan puis Gaethje. Gaethje lui dit si c'est pas le title fight next, I'm out. Dan White, il dit ben, too bad le gros, mais si tu veux prendre ta retraite, t'es mieux la prendre tout de suite. Puis Tsarukyan, lui, qui est encore jeune, qui est encore fringant, fait que tu peux lui donner un fight à Tsarukyan en attendant. So, ça risque d'être Topuria contre Paddy de Baddy next. Qui t'aimerais voir? Toi, aimerais-tu mieux voir un Topuria contre un Gaethje, contre un Tsarukyan? Si Makhachev, il monte chez les 170, gagne, perd, décide de redescendre en bas pour se battre contre Topuria, personne qui va lui dire non. Quelle soirée, man. Quelle soirée. Tous les combats ont été divertissants. Des KO, des soumissions. Topuria qui termine ça avec un des KO de l'année. Tellement de violence face à un adversaire aussi coriace puis tough comme Charles Oliveira, man. Ilia Topuria, il est pour fucking vrai. Une boxe, name it, là, ce gars-là, il peut te battre partout. Là. Il a une bonne lutte. Avant d'arriver dans l'UFC, il soumettait tout le monde. Là, il s'est mis à knocker tout le monde. Incroyable. Il est incroyable, Ilia Topuria. By far, la grande star de l'UFC en ce moment. Future is bright, man, pour lui. Puis grosse carte pour l'UFC. Ça a fait du bien après une coupe de haut puis de bas.
C'était une carte vraiment legit. L'UFC 317, définitivement la carte de l'année. So, j'espère que vous n'avez pas raté ça. Puis il fallait absolument que je vous en parler, les chums. J'espère que vous avez enjoy la vidéo. Likez, partagez. Puis man, on se voit à une prochaine fois, les bas. Peace.